Bonjour à tous. La commission électorale indépendante vient de rendre publique la liste définitive des candidats aux municipales et aux régionales. Et chose remarquable, la forte présence des indépendants. Exemple, pour les municipales, 389 listes des indépendants contre 170 pour le RHDP Parti Unifié, 104 pour le PDCI, 12 pour le Front Populaire Ivoirien de Pascal Afine-Guesson. Alors, comment analyser cette révolution, cette montée en puissance des indépendants d'une élection à une autre? Je vous présente mes invités. Docteur Christophe Kouamé, président de Civis Côte d'Ivoire. Bonjour, docteur. Bonjour. Geoffroy Julien Kouao, juriste, essayiste, analyste politique. Votre dernier livre, Le Premier ministre, Un prince nu, repenser le régime politique ivoirien, a été publié aux éditions Plume Habile. Bonjour, Julien. Bonjour, Ange. Alors, première question toute simple. Assistons-nous là à une révolution, à une mutation avec cette montée en puissance des indépendants? On l'a déjà constaté aux dernières législatives, docteur Kouamé. Oui, statistiquement, quand nous prenons les législatives de 2011 à ce jour, il y a une évolution des indépendants. Et si nous nous arrêtons au sénatorial de 2018, nous avons vu qu'il y a eu même 24% des indépendants qui ont été élus. Donc, ne serait-ce que sur les chiffres, on voit une montée des indépendants. Julien. Oui, c'est un constat qui est fait. Maintenant, qu'est-ce qui explique cela? Il y a d'abord un éveil démocratique. Les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus aux élections et veulent y participer de façon effective. Est-ce que ce sont les électeurs ou les candidats qui s'éveillent beaucoup plus à la chose politique? Les deux. Les deux. Je pense qu'il y a un réveil démocratique. Les uns et les autres veulent participer aux joutes électorales parce que les Ivoiriens ont compris une chose, le pouvoir dans une démocratie, on le prend dans les urnes. Et ils ne veulent pas subir, n'est-ce pas, les décisions des gouvernants. Ils savent que le véritable pouvoir, ce sont eux. C'est le peuple qui est souverain. Maintenant, comme je le disais, il y a cet éveil démocratique, mais c'est aussi la conséquence des divisions internes au niveau des formations politiques. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer donc cette montée en puissance des indépendants? Il y a un indice qui est celui de certains présidents de partis politiques qui vont à l'indépendant, ce qui veut dire que déjà l'offre politique, eux-mêmes, à l'analyse interne, l'offre politique, ils ont dû analyser que l'offre politique ne plaît plus aux citoyens. Et nous, en tant que société civile, on pense aussi que la déclaration droits de l'homme et du citoyen, l'article 14, qui dit simplement ceci, chaque citoyen a le droit ou le devoir soit de se faire représenter dans le gouvernement ou dans toute institution de gouvernance pour analyser ses impôts qu'il paye, ou alors lui-même, il vient sur le marché politique et il en fait. Et donc nous pensons que ce soit les Ivoiriens ou partout à travers le monde, il y a un éveil déjà politique, comme l'a dit Kouao, mais il y a aussi le fait que quelque chose comme le mercenariat politique est en train de se développer aussi, c'est-à-dire je vais en indépendant et après je repars à négocier ma place au niveau de mon parti. De mon parti. On va en reparler tout à l'heure. Tout à l'heure, comme je le disais, il y a aussi les divisions internes dont il faut tenir compte. Regardez par exemple, si vous remarquez bien, à Bangourou par exemple, M. Pascal Abina Kouakou va en indépendant. Et pourtant, c'est un cadre c'est un cadre majeur. Un cadre majeur de sa formation politique du PDCI-RDA. Alain Lobognon, M. Alain Lobognon, dans sa région, va à San Pedro dans le Boclé, à Sassandra plutôt à Fresco, ouais. va en indépendant alors que c'est un cadre du RDA. Jean Bonnet à Dembogro va en indépendant alors qu'il est un membre important du Front Populaire ivoirien. Donc les divisions internes ont suscité beaucoup de candidatures indépendantes. J'allais en parler, c'est-à-dire que la façon dont les choix de candidats ont été opérés à l'intérieur des partis, on pourrait également expliquer cela comme vous le dites. Donc finalement, c'est un mouvement plus ou moins spontané, c'est pas un mouvement
pensez qu'il naît ce mouvement des indépendants? Non, au-delà du fait que ce ne soit pas forcément pensé. Il est plus né, sur la base des frustrations. Au-delà des frustrations même, il y a le fait que quand vous prenez ces grands partis, le RHDP unifié, qui a pour président d'honneur le président Alassane Ouattara, quand vous prenez le PDCI qui a pour président le président Bédié, vous voyez que ces leaders-là sont des leaders, je dirais, soixantenaires en termes de vie politique. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'ils n'ont plus la réalité du terrain. Et donc les choix qu'ils ont toujours faits, qui étaient des choix de proximité, de personnes de confiance, de loyauté, ces choix-là ne plaisent plus à certains membres de ces partis qui ont la réalité du terrain, qui maîtrisent le terrain. Et donc très souvent au niveau des choix, il n'y a que ceux qui se font voir, ou je dirais entre griffes les porteurs de valises, qu'on choisit alors qu'ils n'ont aucune assise sur le terrain. Et donc, les indépendants qui ont des assises sur le terrain, qui savent qu'ils vont être élus, se démarquent de la pensée officielle du parti et vont en indépendant. Alors, c'est un des éléments aussi. Donc, il y a une sorte de besoin de s'émanciper, d'exprimer donc cette émancipation de l'hégémonie de ces partis, mais en même temps, le simple fait que ces candidats qui, une fois élus, retournent à leur parti pourrait faire penser juste à une sorte de clientélisme. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau de l'analyse. Formellement, on peut dire qu'il y a une montée des listes indépendantes. 389. Et si vous remarquez, la totalité des listes des partis politiques, c'est 295. Ouais. Donc, évidemment, il y a une montée des listes indépendantes. Mais factuellement, c'est-à-dire au fond, on remarque que la plupart de ces candidatures indépendantes appartiennent de fait à des formations politiques. Cependant, il ne faut pas occulter le dynamisme des indépendants. Quand on prend une commune comme Cocody, vous avez 11 listes de candidatures au municipal et vous avez seulement que 2 formations politiques. Le RHDP unifié et le PDCI. Et les autres listes ne sont que des indépendants. Et quand vous regardez ces indépendants... Ils proviennent des partis politiques traditionnels. Oui. Non, à part Mme Colette Koné qui est du PDCI, les autres non. Il y a toute une dynamique, surtout au niveau de la jeunesse, avec des candidats comme M. Ndiaye, Jean-Marc Gauze, voilà, Jean-Marc Gauze, mais aussi il y a des listes indépendantes proches aussi des partis de l'opposition. Alors, est-ce que cela signifie que les grands partis, les partis traditionnels, quoi qu'on dise, sont aujourd'hui en difficulté? Il y a un théorème, le principe de Peter, qui parle un peu de l'atteinte des niveaux d'incompétence de toute organisation. Un parti politique est une organisation. En venant ici, j'ai essayé d'obtenir des études prospectives sur la sociologie de la vie politique ivoirienne au niveau des différents partis. Je crois que l'IDES y a un peu essayé, mais je n'ai pas trouvé dans les grands partis anciens une réflexion prospective sur l'évolution de la Côte d'Ivoire. Donc ceci peut expliquer cela, c'est-à-dire que les vieux partis sont en train d'atteindre leur limite d'incompétence selon le principe de Peter, mais en même temps ces vieux partis-là n'ont pas pris la peine de voir la Côte d'Ivoire évoluer. Si vous prenez 90 à aujourd'hui, tous ceux qui avaient 10 ans 90, aujourd'hui en 2020 auront 30 ans. Donc ils n'ont pas la même réalité, je dirais, de l'oufouettisme comme on veut nous l'imposer, que ce soit au RHDP ou au PDCI. Donc les réalités changeant, le flux d'informations aussi grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux qui parviennent aux citoyens. Quand on prend le cas de Cocody, vous analysez, il y a déjà un candidat qui a rendu libre son programme de gouvernance future, s'il est élu. Vous voyez que c'est nouveau. Voilà, ça c'est nouveau. Et donc, il y a un certain nombre d'outils que ces jeunes-là sont en train de mettre en place qui n'existaient pas avant. Et je reste convaincu que c'est important d'annoncer comme programme le nom de son leader, de son parrain. Mais je reste aussi sur mes fins que ce n'est pas forcément suffisant pour développer une région comme ces élections-là vont nous amener. Voilà. Alors tout à l'heure, Dr Kwame en parlait, il faut renouveler forcément l'offre politique, mais comment?
Oui, en abandonnant la politique à l'ancienne. Aujourd'hui, pour ces élections locales qui sont des élections de développement, il faudrait que les candidats, les potentiels candidats, les candidats maintenant, présentent des programmes de gouvernance locale, montrent ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire. Parce qu'il ne suffit pas de dire que si je suis élu, je vais créer un centre sportif pour la région ou la localité, mais comment on finance ce centre de choses? On va faire des forages, mais comment financer ces forages? À partir, par exemple, de quelle fiscalité, etc. Et deuxièmement, il faudrait qu'au niveau de ces localités, de ces régions, les ressources humaines essaient d'organiser des débats publics contradictoires entre les différents candidats. Parce que le simple fait de dire que j'appartiens au RHDP unifié, au PDCI, au FPI ou que je suis candidat ne suffit plus pour avoir l'électorat. Il faut maintenant des idées, il faut accompagner l'action avec les idées. Dans tous les cas de figure, ces élections-là vont permettre de voir deux choses. Nous sommes au crépuscule de la partitocratie en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à l'aube de la démocratie des indépendants. Très bien. Alors, docteur Kwame, comment, selon vous, structurer cette nouvelle offre politique? Alors, Civis Côte d'Ivoire et ses ONG partenaires, il y a quelques jours, ont lancé un panel justement pour annoncer tout ce qui va se faire. Et pour nous, il est question qu'un homme politique aujourd'hui soit de qualité. Sa qualité, c'est, par exemple, s'il est cumulard, imaginez simplement que pour ce développement, sur cette élection de développement local, vous avez un candidat qui est déjà ministre, qui est déjà député. En même temps, la loi permet le cumul. Ah, oui, la loi permet, mais éthique, déontologie, efficacité, efficience. Je vais vous rappeler que justement, la décentralisation, le maître mot de la décentralisation, c'est d'amener l'administration auprès des populations, c'est-à-dire diminuer la distance, l'espace et le temps, et en même temps prendre en compte le besoin des populations. Donc si la décentralisation a pour idée principale cela, en face, il ne faut pas aussi qu'on marche sur la tête. Donc c'est contradictoire de dire la loi ne le dit pas, alors que dans l'esprit, l'esprit de la loi de la décentralisation qui va gérer les élections locales, c'est-à-dire des élections de gouvernance, il y a toute une contradiction qui est là. Nous, ce que nous disons, nous continuons de faire un plaidoyer pour que l'article 46, qui va bientôt gérer le cumul d'un mandat, soit une réalité. Mais en attendant, on demande aux candidats d'être des candidats de qualité, c'est-à-dire par rapport à leur poste. Et d'ailleurs, même au niveau de l'idéal politique dont parlait Kwao, être ministre, on est dans l'exécutif, être député, on est dans le législatif, et puis après, on est maire, on est dans la gouvernance locale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est la qualité dans le programme de la constitution des conseils. Jusque-là, je suis candidat, je prends M. Herman, je prends Kwao, on va à Cocody, je suis candidat et je suis élu, et 5 ans après, on ne développe pas. Ce que nous disons, c'est que ces candidats, même s'il n'y a pas encore de loi encore là, qu'ils essaient de constituer leur conseil avec des représentants des sous-quartiers, de telle sorte qu'ils puissent avoir, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la décentralisation va pour prendre le besoin des populations à la base, pour qu'à un instant T, ils puissent avoir ces informations. Je finis, troisièmement, c'est le budget participatif. Aujourd'hui, nous pensons, et le monitoring que nous allons faire, nous allons donner des indications, un maire ou un président de conseil régional qui ne connaît pas ce qu'on appelle le budget participatif ne devrait pas être élu. Je dis bien ne devrait pas. Il sera sûrement élu. Tout cela fait partie d'un certain package d'offres politiques, de structuration de l'offre politique qu'aujourd'hui les citoyens exigent, et à travers notre voix, nous on va porter cela aux candidats. Alors, nous allons nous attarder maintenant sur un grand parti, le PDCI. Et en deuxième grand parti, le Front populaire ivoirien, qui n'ont pratiquement pas de candidats dans le nord du pays. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Oui, ça pose un problème, évidemment. Mais avant de répondre à votre question, la première remarque que je fais, c'est qu'aucune formation politique, aucune coalition de formation politique n'est présente dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Sur l'ensemble du territoire national. Au niveau des régionales. Aucune des formations politiques, aucune coalition politique n'est présente
dans les 201 communes de Côte d'Ivoire. Ça pose un véritable problème de couverture nationale au niveau des partis politiques. Maintenant, relativement au PDCI et au FPI, le Front populaire, par exemple, au niveau des régionales, c'est 2 listes de candidatures dans le Boclé et au niveau du Moronou. Le PDCI, c'est 17 candidatures. Au niveau des municipales, c'est 104 pour le PDCI et 12 pour le Front populaire ivoirien. Évidemment, il y a un recul, mais cela peut s'expliquer aussi par le contexte. Vous savez que le FPI est divisé. Une partie du FPI appelle à ne pas participer. Mais le PDCI, qui a quand même une longue tradition partisane. Oui, maintenant, au niveau du PDCI, vous savez qu'à la veille de ces élections, le PDCI est traversé par une crise interne extrêmement grave qui pourrait expliquer cela. Est-ce que, pensez-vous que le PDCI, le FPI sont véritablement affaiblis, montrent qu'ils sont véritablement affaiblis à travers ces élections? Pour le cas du PDCI, je pense qu'on peut l'expliquer avec le divorce avec le RHDP qui s'est fait il y a à peine 1 mois. On peut l'expliquer ainsi. Et la grave crise de courant qui traverse le PDCI. Je pense que c'est pour cela. Maintenant, en ce qui concerne le FPI, depuis 2011, nous avons assisté à la déliquescence du FPI où il y a plusieurs courants et je pense qu'ils vont en tirer une leçon. Vraiment, on espère qu'ils en tirent une leçon. Ceci explique cela. Alors, est-ce que cette nouvelle sociologie électorale, est-ce qu'elle n'est pas conditionnée aussi parce que je peux appeler ce printemps des jeunes l'effet Macron, par exemple, où on se dit, bon, ben maintenant, c'est le temps de passer à autre chose, on a envie d'autre chose, on a envie de montrer autre chose. Peut-être que vous avez raison, seulement qu'au niveau des statistiques, la CEI ne nous a pas fourni le taux de représentation des jeunes de moins de 35 ans. Ça aurait été vraiment intéressant. Ce besoin de changement, de renouvellement. Oui, ce besoin de changement, il est palpable. De renouvellement. Mais vous savez, je pense que la jeunesse doit arrêter de pleurnicher. Dans une démocratie, le pouvoir, on va le chercher dans les urnes. Et donc, il faudrait que les jeunes aillent le chercher dans les urnes. Surtout qu'au niveau des élections locales, l'âge pour l'éligibilité, c'est 25 ans. C'est 25 ans. Donc, il faut y aller et puis essayer de batailler fort, tout en sachant que les gérontes aussi veulent toujours être présents. Ça ne sera pas chose aisée. Est-ce qu'il y a un effet environnement international sur cette montée en puissance des indépendants? Oui, mais pas forcément l'effet Macron, parce que bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets, comme disait le philosophe Alfred Sauvy. Donc, pour nous, le flux d'informations, je dirais en direct, que les jeunes reçoivent, peut expliquer déjà cette montée de la majorité, je dirais même des indépendants. Et aussi, en face, n'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand vous étiez candidat, vous perdiez votre boulot. Quand vous étiez candidat, d'ailleurs, les uns et les autres commencent à trouver suspicieux qu'il y ait, à la veille de ces élections, une inspection sur toutes les mairies de la ville d'Abidjan. Donc, le bâton n'est pas encore sous la table. Ah, mais ça, c'est l'administration. Oui, mais c'est à la veille, et nous avons assisté, parce que nous assistons quand même de manière judiciaire et juridique certains candidats. Nous avons assisté à certains candidats ou c'est peut-être de l'ordre de l'anecdote parce qu'il était seul, un candidat qui a rempli tous ses dossiers avec un parti politique et il s'est vu adresser au moment de l'échange au siège de la CEI un autre logo, un autre parti politique et en face de nous, il a échangé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est quelque chose que nous avons vu, c'est un fait. Je ne sais pas pourquoi il a changé à l'instant où il devait finir de s'inscrire, mais c'est un fait que je peux rapporter au moins, on a été témoin. Alors, il y a le cas Mamadou Coulibaly qui se présente à Zaguié, pas comme leader, mais comme indépendant.
Oui, il n'est pas le seul dans cette situation, mais évidemment, c'est un cas emblématique. Monsieur Mamadou Coulibaly est président d'honneur, je crois, de Leader. Il devait donc y aller sous cette étiquette. Mais c'est la preuve aussi qu'aujourd'hui, les partis politiques sont clivants. Et que les partis politiques ne rassemblent plus. Voilà. Et donc, les gens sont dans une autre stratégie. Il faut ratisser l'âge, il faut aller au-delà des partis politiques. C'est dans cette même posture que Jean Bonnet à Dembocro, M. Alain Lobognon chez lui, vous le disiez tout à l'heure, dans sa région, comme je le disais tout à l'heure. Nous devons faire très très attention parce que, regardez, nous avons plus d'une centaine de partis politiques en Côte d'Ivoire, mais si vous faites un petit calcul, il n'y a que 5 qui sont en liste. Et il y a des partis, par exemple le RPC, qui n'est seulement que présent à Bonon. Et par exemple l'UDR à Bédiala et à Sipilou. Je pense que là aussi tout ça montre qu'il y a lieu de repenser notre système électoral et notre système politique, surtout la participation politique des formations politiques aux différents scrutins nationaux. Est-ce qu'on peut penser un instant qu'il y a également un effet renaissance d'un nouvel engagement citoyen qui pousse certains à se dire, bon ok, on va se battre pour notre mairie, pour notre quartier. Est-ce que vous pensez que cela expliquerait également cette montée en puissance? Oui, j'aimerais répondre à cette question. Vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, les élections locales, c'est d'abord des élections de développement. Ce ne sont pas des élections politiques en tant que telles. Tout à fait. Oui. Un pays comme le Ghana, notre voisin, a exclu les partis politiques des élections locales. Je pense que c'est une piste de réflexion peut-être chez nous. Qui pourrait inspirer. Et donc, les gens se disent, bon, si vous remarquez aussi, c'est que la plupart des candidats, des maires et des présidents du conseil régional n'habitent même pas dans la ville, dans la localité. Vous comprenez? Donc tout ça aussi, les électeurs doivent faire très 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 attention. On ne peut pas habiter Cocody et vouloir être maire à Yopougon. Ça n'a pas de sens. Quand vous allez dans les villes de l'intérieur pour des papiers administratifs, on vous dit que le maire n'est pas là. Le maire n'est pas là, c'est le 4e adjoint, c'est le 5e adjoint. Il faudrait que les populations aussi soient vraiment exigeantes. Hein? Ce sont des gens qui habitent avec vous au quotidien, qui peuvent connaître vos réalités et y trouver des solutions. Encore qu'il faudrait que ces populations soient capables d'apprécier les choses de cette façon-là. Alors, est-ce qu'il y a un effet engagement citoyen dans cette montée-là? Oui et non. Oui, simplement parce que pour nous, on fait une analyse tout à fait différente par rapport aux populations qui commencent à exiger. Il y a eu un débat il n'y a pas longtemps sur l'article 9 du Code électoral par rapport à son petit alinéa à voir, parce qu'on a discuté sur le fait que les maires et les conseils régionaux devaient élire domicile au lieu où ils vont fonctionner. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans, l'Assemblée nationale a modifié l'article 9 et il y a mis un petit appendice qui dit quand vous avez simplement des engagements sociaux, quand vous avez des intérêts sociaux, vous pouvez vous présenter. Alors l'intérêt social, il a le dos large. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il va falloir batailler encore, nous en tant qu'organisation de la société civile, en termes de sensibilisation. Et c'est le sens même que nous donnons à notre sensibilisation pour dire aux populations, soyez exigeants vis-à-vis des personnes qui vont se présenter à vous. Vous pouvez, et à la suite d'ailleurs du président de la République, le 1er mai, qui a dit publiquement aux citoyens, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous plaindre. Si votre maire ne travaille pas bien, sanctionnez-le. Si le président du conseil régional ne fonctionne pas bien, sanctionnez-le. Donc nous, on dit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de critères. Il y a ce que nous avons dit, la qualité de la personne, il y a son programme de développement et de gouvernance locale, il y a le fait qu'il soit cumulable ou pas, il y a le fait de la résidence, et un certain nombre de choses pour que vous-même, vous fassiez... On veut demander aux citoyens maintenant de faire le choix du développement de sa localité ou de faire le choix d'un camp, d'un clan ou de son ethnie. Après, il va falloir qu'on puisse être responsable après de son choix. Oui, voilà. Mais dans cette même logique, il faut repenser aussi le cadre juridique. Parce que même pour avoir le meilleur candidat, la meilleure personne, mais si le cadre juridique n'est pas bon,
Regardez par exemple, prenons le cas du convoyage des électeurs. Mais parce qu'il y a une faille au niveau de la loi électorale. Je prends un seul cas. Le plateau, la commune du plateau. 8000 habitants. 68 000 votants. Électeurs. Mais ça force les données. Ça force la donne. Donc je pense qu'il faut réfléchir sur la réforme juridique et théorique. Très bien. Toute dernière préoccupation, cette émission va se terminer bientôt. Cette montée en puissance des indépendants annonce-t-elle déjà 2020? Oui, c'est une élection test. Les élections locales constituent un test majeur pour les différentes formations politiques et pour les potentiels candidats à l'élection présidentielle. Je pense que, et comme je l'ai toujours dit, 2020 reste une page blanche où rien n'est encore écrit et où tout reste à écrire. Docteur Kwame, pour finir. Oui, vous voyez des grands partis, même si certains sont rentrés en crise il y a un mois, même si certains sont en crise depuis 2011, personnellement, je suis resté perplexe quand j'ai parcouru les listes, parce qu'on ne peut pas être un parti d'envergure nationale et ne pas pouvoir avoir de candidat partout. Alors, si vous n'avez pas de candidat et que vous êtes candidat à la présidentielle de 2020, dans cette zone, comment vous faites pour mobiliser les électeurs? Parce que, à la différence des élections locales, l'élection présidentielle est une élection nationale. Donc, premièrement, il y a certes le cadre juridique et institutionnel à réformer, mais en même temps, nous pensons, nos sociétés civiles, que les leaders des partis politiques, qu'ils soient des petits partis ou des grands partis, les mainstream partis, il faut qu'il y ait une pensée, il y ait des penseurs, des concepteurs, des prospectivistes, des politologues pour réfléchir et penser la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il faut faire des merveilles, il faut faire des merveilles, mais aujourd'hui nous sommes en 2018 et il faut penser le fouettisme par rapport à l'avenir. Il faut repenser d'ailleurs tout le système politique, comme l'a toujours souhaité Geoffroy Julien Kwao. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce débat. Très bonne journée.